Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. J'ai pris quelques jours de repos à l'étranger. C'est pour ça aussi que ma voix est un peu plus rauque que d'habitude parce que évidemment j'ai chopé quelque chose et aussi c'est pour ça que vous allez peut-être entendre du bruit autour. Bref, sans plus de blabla, encore un épisode qui je pense va vous plaire. On va parler des événements les plus sombres de la télé en 2 ou 3 épisodes comme d'habitude parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et moi je vous souhaite une excellente vidéo. Ceux qui sont pas abonnés dans le fond de la pièce, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le concept, likez la vidéo ou plus tard quand vous l'aurez un petit peu regardé si elle vous plaît et je vous souhaite une excellente vidéo. A tout de suite. On est le 30 avril 98 à Los Angeles. Il est 15h de l'après-midi. Sur la chaîne KTTV, c'est l'heure de Spider-Man. Sur KTLA, ce sont les Looney Tunes. Sur KNCB, c'est Rosie O'Donnell Show. Et sur KABC, c'est Oprah Winfrey. Les chaînes que je viens de vous nommer là, ce sont les 4 plus grosses chaînes de Californie. Et c'est l'heure où les gosses rentrent de l'école. À 15h04, sur les 4 chaînes principales, en même temps, l'image bascule. On y voit soudainement un homme de 40 ans qui est tout nu, en flammes et qui est sur une autoroute déserte de Los Angeles. Il tient dans ses mains une arme à feu de gros calibre et devant son pick-up en feu, il a déployé une bannière qu'il a calligraphiée à la main. Et très rapidement, ce sont 7 chaînes locales qui le filment en direct et qui rediffusent tout à la télé locale devant 3 millions de personnes qui vont voir ce qui va suivre. Mais déjà, la situation est déjà folle de la façon dont je viens de vous la raconter. Mais c'est pas le pire dans l'histoire. Le pire, c'est ce qui va se passer juste après. Le pire, c'est qu'il avait planifié chaque seconde. Il avait écrit son scénario la veille, minute après minute, et il était même allé jusqu'à enregistrer une cassette VHS testamentaire. Il avait choisi sa rampe d'autoroute en fonction de la visibilité pour les hélicoptères, et il avait même tendu sa pancarte avec un poids pour être sûr qu'elle ne s'envole pas. Et tout ça pour les caméras. Bienvenue dans la première partie de l'iceberg sur les incidents les plus sombres de la télévision. Je suis sûr que vous allez adorer ça. Aujourd'hui, on attaque la surface avec des cas qui, vous allez voir, sont déjà bien sombres et on va aller de plus en plus profond. C'est parti. Daniel V. Jones. Daniel Victor Jones, c'est lui. Il est né le 15 avril 1958 et il habite à Long Beach dans une petite maison de 2 chambres individuelles au fond d'une ruelle. Et il est connu pour vivre tout seul avec son chien Gladys qui est un simple labrador whippet de 7 ans trop mignon. Le jour, il travaille comme agent de maintenance au Renaissance Hotel depuis à peu près 3 ans. Et bref, c'est une personne qui ne fait pas de vagues, la plus simple possible et que personne n'entend jamais, ni le jour ni la nuit, pour donner le cadre. Les problèmes arrivent un petit peu plus tard, au début des années 98. Daniel sent une grosseur sur son cou, il va faire des examens et rapidement, malheureusement, les docteurs lui découvrent une tumeur ici. Les médecins hésitent puis confirment assez rapidement, c'est un cancer. Et il y a autre chose, quelques mois plus tôt, il a été diagnostiqué séropositif. Et à l'époque, parce que c'était il y a presque 30 ans, aux États-Unis, l'assurance santé fonctionnait via ce qu'on appelait les HMO, Health Maintenance Organization. En gros, ce sont des organismes privés qui sont gérés par des entreprises avec une logique implacable, minimiser les coûts. Par exemple, si vous voulez un rendez-vous, il faut attendre des semaines, des résultats d'analyse, il faut attendre des mois. Et Daniel Jones était convaincu qu'il était en train de mourir juste parce que son HMO l'avait abandonné. Et quelque part, il n'avait pas tort. Le 30 avril 1998, soit un petit peu plus tard, il a 40 ans depuis 15 jours. Il sort de chez lui et il va dire à un ami, je cite, « Je ne suis pas content de ma situation et je vais attirer l'attention par tous les moyens possibles. Mon objectif numéro 1, c'est que personne d'autre que moi ne soit blessé. » Il va prendre son pick-up Toyota gris, il va rouler, il va foncer sur une autoroute bien précise avec un but en tête bien précis. Dans sa voiture, il a son fusil, il a un bidon d'essence de 5 gallons, des cocktails Molotov et avec lui son chien Gladys. Il va se garer sur la rampe de transition entre le Harbor Freeway, la 110 et la Century Freeway, la 105. C'est plutôt bien réfléchi parce que c'est le point le plus haut du système autoroutier de toute la ville. En gros, c'est idéal pour les hélicoptères, comme je vous l'avais dit. Et là, il va commencer à pointer son arme à feu sur les véhicules qui passent devant lui, en dessous de lui, à côté de lui. Rapidement, lui-même, Daniel va appeler la police et en les appelant, il va être en train de pleurer. Il va dire que son HMO, donc en gros, sa sécurité sociale, l'a abandonné, qu'il est au pied du mur, qu'il est malade, qu'il a besoin d'aide. Et en gros, il est dans une détresse énorme. Et pendant l'appel, on entend plusieurs coups de feu. D'ailleurs, l'un d'eux traverse le toit de son pick-up. Les autoroutes ferment rapidement, la police déploie le SWAT et les hélicoptères arrivent. 7 chaînes, 7 hélicoptères, la KCBS, la KNBC, la KTLA, la KTTV, la KCAL et la KCOP. Toutes en direct et toutes en train d'interrompre leur programme de l'après-midi.
Daniel Jones le sait, il a tout calculé. Il sort de son pick-up, il déroule la fameuse bannière qu'il a fabriquée la veille, c'est une grande bannière carrée, et dessus on peut y lire en blanc « Les HMO ne sont là que pour le fric, vivez libre, aimez prudemment ou mourrez ». Il y a beaucoup de vent sur l'autoroute, la bannière aurait pu très facilement s'envoler, mais Daniel a pensé à tout. Il pose des poids dessus et elle est extrêmement bien visible pour tous les hélicoptères de la télé, donc vraiment il a tout anticipé. Il fait ça pour les caméras, il veut que tout le monde voit. Il fait aussi des gestes obscènes vers les hélicoptères, il retourne plusieurs fois dans son pick-up pour caresser son chien, et ensuite il va jeter une cassette VHS par-dessus le muret de l'autoroute. Et un peu plus tard, la police va récupérer cette cassette. C'est un message qu'il a enregistré la veille, où il y dit calmement, assis sur son canapé avec son chien, que « Je ne vais pas combattre la maladie. Elle a touché mon système nerveux et je ne veux pas devenir fou. » Et il termine la cassette par « I am a dead man, see you ». En gros, je suis un homme mort, à la prochaine. À 15h35 environ, Daniel Jones remonte dans son pick-up, il allume un cocktail Molotov à l'intérieur, le véhicule prend feu instantanément, il en sort en flammes, les cheveux, le pantalon, les chaussettes, bref, il est complètement embrasé et il va se mettre à courir à travers l'autoroute déserte, tentant d'éteindre le feu sur lui. Il va arracher son pantalon, il va errer, désorienté, et à l'arrière de son pick-up, évidemment, son chien est toujours là, en train de doucement brûler lui aussi. À 15h50, Daniel retourne vers son pick-up, il prend son arme à feu, il la pointe vers lui, il presse la détente et il saute la vie. Rappelez-vous, il y avait 7 chaînes en direct au moment où il passe à l'action et où il saute la vie. Et rappelez-vous aussi, je vous ai dit qu'il y avait Spider-Man à ce moment-là, Looney Tunes, Rosie O'Donnell, Oprah Winfrey, bref, beaucoup d'enfants étaient devant la télé. 3 millions de spectateurs précisément. Le stand-off a duré 50 minutes. La police hésite à approcher du pick-up en feu. Évidemment, elle pense peut-être qu'il y a des bombes. Et quand elle finit par s'approcher, elle va trouver les restes carbonisés de Gladys dans le véhicule, à côté de plusieurs cocktails Molotov non utilisés. Et évidemment, le lendemain, Daniel fait la une des journaux. Un homme se tue, la ville regarde. KNBC, qui avait la caméra la plus serrée sur la scène, publie un communiqué d'excuses. Nous n'avons pas anticipé les actions de cet homme à temps pour couper l'image. Nous regrettons profondément que certains de nos spectateurs aient pu voir cette tragédie sur notre antenne. Et rapidement, il y a beaucoup d'autres chaînes qui vont faire des communiqués similaires. En gros, ils disent qu'ils sont désolés, qu'ils n'ont pas pu couper à temps. Mais c'est ça le problème. Personne, aucune des 7 chaînes n'a coupé. Et couper à temps, au final, c'est un bouton à appuyer sur leur caméra ou sur leur système en régie. Donc, ça relève plus de l'excuse que vraiment d'être sincèrement désolé. Ils voulaient montrer ça à la télé. 5 mois plus tard, Daniel Jones devient un cas d'école. Tous les réseaux américains revisent leur protocole de couverture en direct, grâce à lui. C'est d'ailleurs lui qui marque la fin d'une ère où on diffusait n'importe quoi tant que c'était spectaculaire à la télé. Mais il faudra encore 20 ans pour que les chaînes appliquent vraiment leurs nouvelles règles. Et là, on se dit peut-être que, ok, c'était vraiment extrême, mais c'était un seul cas isolé. Un homme désespéré qui a exploité la télé. C'est rare, c'est un dérapage, et c'était isolé. N'est-ce pas que c'était isolé? C'est la première fois que ça arrivait à la télé, en direct. Eh bien pas du tout. 24 ans auparavant, à des milliers de kilomètres de Los Angeles, le même cas, pratiquement, est arrivé. C'était arrivé dans un tout petit studio de Floride et encore une fois, c'était bien prémédité et bien rediffusé à la télé parce que la personne qui avait fait exactement la même chose en s'immolant avait lu tout son texte sur son prompteur en direct à la télévision. C'est un cas que je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo. Christine Chubbuck. Ça, c'est Christine Chubbuck, 29 ans, présentatrice du journal local WXL-TV à Saratoga, en Floride. Son émission, c'est la Suncoast Digest. Elle est diffusée tous les matins à 9h30. Christine est intelligente, elle est drôle, elle est sensible, elle est aimée et elle a fait l'école Laurel pour les filles dans la banlieue de Cleveland. Christine Chubbuck est dépressive depuis des années. Sa mère et son frère le savent. Elle a fait une overdose médicamenteuse en 70 et elle vient même d'interviewer un shérif local, justement pour un reportage d'investigation sur la meilleure manière de mettre fin à ses jours. Et l'éditeur a validé le sujet. Il y a autre chose qui la ronge encore plus profondément que cette simple pensée.
Christine, elle déteste ce que devient le journalisme moderne. Plus les mois passent et plus Christine a une haine viscérale envers ce que le journalisme moderne est en train de devenir. Elle déteste ça intrinsèquement. À l'époque, dans les rédactions américaines, il y a une nouvelle règle informelle qui est en train de s'imposer. En gros, plus ça saigne, plus c'est gros, plus c'est sanglant et plus c'est approprié pour ouvrir les journaux et faire la une de la presse. En gros, c'est ça l'idée. Et Christine, elle veut se battre contre ça parce que c'est vraiment une glorification du sensationnalisme. Et ça, elle déteste. Et ça, c'est son frère Greg qui l'a dit à tout le monde. Elle déteste cette dérive. Selon sa mère et son patron, elle souffre surtout d'être célibataire à 29 ans. Elle a pas d'enfant, elle a pas de perspective, et la plupart de son entourage pensent que c'est ça le vrai souci. Sauf que c'est pas seulement ça. Le 15 juillet 1974, lundi matin, Christine Chubbuck arrive au studio, comme à son habitude. Elle est, selon le récit publié plus tard dans le Washington Post par Sally Quinn, d'une humeur extraordinairement bonne. Et là, Christine, en arrivant, elle va dire à toutes ses collègues qu'elle souhaiterait, exceptionnellement, lire l'ouverture du journal ce matin-là. Elle aimerait, c'est pas elle d'habitude, mais là, elle aimerait s'en occuper. Personne ne s'en méfie, ils lui font confiance, et elle va même se permettre de changer l'ordre du sommaire du jour. Elle veut commencer par un fait divers. C'est une fusillade qui a eu lieu la veille dans un restaurant, le Beef and Bottle, à l'aéroport de Sarasota, là où ils habitent tous. Le directeur technique lance le générique. Christine est en plateau, seule à son bureau de présentatrice. Elle a une bobine de 16 mm prête à être passée pour illustrer la fusillade et elle commence le bulletin. 3 infos nationales, normales, puis le fait divers local qu'elle veut absolument présenter, la fusillade de l'aéroport. Sauf que là, la bobine, elle s'enraye. Le fait divers ne passe pas, la bobine s'enraye, ça ne se déclenche pas, il y a un bourrage de pellicule. Et ce bourrage de pellicule, il va pas déranger Christine. Parce que elle, à la place de s'arrêter là et d'essayer de trouver ce qui se passe, elle continue de lire son texte. Parce que sur son prompteur, elle a un prompteur devant elle, il y a toujours un texte qui défile. Et sauf que ce texte-là, c'est Christine elle-même qui l'a écrit. C'est pas la régie, c'est pas la télé, c'est personne d'autre que elle. Le texte qu'elle a écrit, elle l'a glissé elle-même dans son script et personne ne l'avait revérifié. Elle dit, je cite, « Conformément à la politique de Channel 40 qui consiste à vous apporter les dernières nouvelles sanglantes en direct et en couleur, vous allez assister à une première, une tentative de geste fatal. » Juste après ces mots, elle sort un revolver calibre 38 de son sac. Elle va rapidement poser le revolver à l'arrière de son oreille droite et elle va presser la détente. L'image bascule, la régie coupe en panique et à l'écran, des dessins animés de la série Gentle Ben, en gros c'est un gros ours, vont venir remplacer le Suncoast Digest pendant des semaines, le temps que la chaîne décide de quoi faire de l'émission. Christine Chubbuck est emmenée d'urgence à l'hôpital le plus proche et elle va décéder 14 heures plus tard en fin de journée. Des suites de ses blessures, évidemment. Un petit peu plus tard, sur son bureau, ses collègues vont retrouver un papier, manuscrit. Elle l'avait préparé à l'avance. Et sur ce petit papier, les collègues vont pouvoir lire le bulletin de news qui annonce son propre décès, avec sa propre photo, avec son propre nom. Il y avait marqué dessus, je cite, « La présentatrice de TV40, Christine Chubbuck, s'est tiré une balle ce matin lors de l'émission en direct sur le programme Channel 40. » Elle avait prévu que la rédaction lise son propre faire-part de décès qu'elle avait écrit elle-même en direct à la télévision comme un dernier message d'adieu au monde entier. Elle pensait que les gens voulaient du sanglant et quelque chose de vraiment terrible à chaque fois et c'est ce qu'elle a voulu leur offrir, façon de parler. 2 ans plus tard, en 1976, sort le film Network de Sidney Lumet. C'est un présentateur déprimé, Howard Beale, qui annonce qu'il va mettre fin à ses jours en direct. Le film devient un classique et il va gagner 4 Oscars. Le scénariste Paddy Chayefsky a toujours nié avoir été inspiré par Christine Chubbuck. Dans une scène finalement coupée, Howard Beale écrit qu'il va sauter la vie en direct, comme cette fille en Floride. Et évidemment que cette fille en Floride, c'est Christine Chubbuck. Il a donc nié s'être inspiré de son histoire, alors que dans son scénario, il l'avait marqué qu'il s'était inspiré de son histoire. Christine Chubbuck devient, en juillet 1974, la première personne de l'histoire à sauter la vie en direct, à la télévision. Mais l'histoire ne s'en souvient pas vraiment. Elle est obscure pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'en 2016, 2 films sortent simultanément à Sundance. Christine, avec Rebecca Hall, et le documentaire Kate Plays Christine. Et là, on redécouvre une chose troublante. La cassette de l'émission, elle, n'a jamais été montrée. Elle a été confisquée, elle a été perdue, et l'unique copie qui existe à ce jour, qui est du coup presque un lost media, est verrouillée, sous-scellée et absolument inaccessible. Évidemment, les gens ont passé des décennies à la chercher en ligne, mais elle n'existe pas, et personne ne la verra jamais. Tout le monde connaît le moment, mais personne ne l'a vue.
Christine Chubbuck a fait l'impensable en direct pour, entre grosses guillemets, protester contre tout le sanglant que la télé voulait montrer. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, cette chaîne a remplacé ce créneau par un ours qui venait parler et raconter des bêtises. Comme si rien ne s'était passé et comme si, d'un claquement de doigts, on pouvait remplacer tout un programme et cette tragédie qui venait de se passer du jour au lendemain. R. Bud Dwyer. Robert Bud Dwyer, c'est lui, 47 ans, trésorier de l'État de Pennsylvanie depuis 1981. Avant ça, il avait 20 ans de carrière politique impeccable, comme un bon républicain, d'abord à la Chambre des représentants, puis au Sénat de l'État. En gros, c'est une réputation qui était d'honnêteté absolue. Un mari, un père avec 2 enfants et en gros une personne très respectée. Et un homme acculé. En 1986, Bud Dwyer est accusé d'avoir reçu un pot de vin de 300 000 $ d'une petite société californienne du nom de Computer Technology Associates. En échange de quoi, Bud Dwyer devait signer un petit contrat juteux pour cacher des erreurs fiscales de certains fonctionnaires de Pennsylvanie qui justement utilisaient cette compagnie pour venir cacher leurs erreurs, camoufler les conneries qu'ils avaient fait. En vérité, le contrat valait plusieurs millions. Et après avoir découvert ça, le procureur lui a proposé un deal. Tu plaides coupable, tu prends au maximum 5 ans, et si tu refuses, on te demande 55 ans. Dwyer refuse le deal. Il va proclamer son innocence totale jusqu'au bout. Et en décembre 1986, le jury le déclare coupable de 11 chefs d'accusation, dont conspiration, fraude postale, parjure et trafic d'influence dans le cadre d'une activité criminelle. Et le 22 janvier 1987, donc à 24 heures de la sentence, Bud Dwyer convoque toute la presse possible dans son bureau, dans le Pennsylvania Finance Building à Harrisburg. Et là, tout le monde le voit venir gros. Il va annoncer sa démission et il va se barrer. Sa famille, ses amis, ses collègues, tout le monde pense la même chose. Même ses propres avocats sont convaincus que c'est ça. Une dernière déclaration d'innocence, des excuses publiques et une démission. Et là, il y a une vingtaine de journalistes qui débarquent. Des micros partout, des caméras partout. Et très rapidement, ça devient diffusé partout. En tout cas, dans tout le comté, dans tout l'état où ils sont, c'est sur la plupart des chaînes. Bud Dwyer arrive, il est calme, il porte une chemise blanche, il porte une cravate sombre et il va poser plusieurs grandes enveloppes brunes sur son bureau. Les enveloppes, elles sont scellées, retenez bien ça. Il les distribue à plusieurs assistants et il va se mettre à lire une déclaration. Et là, pendant 21 longues minutes, il va encore se dire innocent. Il va aussi au passage attaquer la justice fédérale, l'ex-gouverneur Dick Thornburgh, et en gros, il va dire « c'est pas moi, c'est eux les méchants, moi j'ai rien fait ». Et à la fin du discours, à la fin des 21 minutes, il va dire aux journalistes principalement de partir, mais il va spécifier une chose, il va dire vraiment, littéralement, il a dit « si vous avez l'estomac sensible, quittez la pièce s'il vous plaît ». Ça présage rien de bon du tout. Et là, Bud Dwyer, il va ouvrir l'enveloppe la plus épaisse qu'il avait laissée devant lui. À l'intérieur, il y a un Magnum 357 chargé. Il sort le revolver, il le pointe sur les journalistes en disant « reculez, ça pourrait blesser quelqu'un ». Plusieurs s'avancent vers lui, mais il les repousse. Il met le canon dans sa bouche et il passe à l'acte. Et là, voilà le dilemme, voilà le gros problème. Cette session, elle n'était pas diffusée en direct. Elle était enregistrée, il y avait des caméras, il y avait des chaînes. Ils pouvaient choisir ce qu'ils voulaient montrer et ce qu'ils ne voulaient pas montrer. Et ils ont voulu tout montrer. Le soir même du 22 janvier à 17h, donc un petit peu plus tard, quelques heures à peine, sur la chaîne télé de Philadelphia, la grosse chaîne ABC de Philadelphia, l'enregistrement va être diffusé. L'enregistrement intégral, sans avertissement, sans coupure, aux infos régionales, devant des familles qui rentraient juste du boulot, pendant que leurs enfants faisaient leurs devoirs ou regardaient la télé. 1 heure plus tard, à 18h, ils repassent toute l'intégrale. À Harrisburg, WHTM-TV diffuse le moment 2 fois, en justifiant leur choix par la nature importante de l'histoire. Et très rapidement, le même soir ou le lendemain, dans tout l'état de Pennsylvanie, et spécifiquement dans toute la Delaware Valley, des millions de gens voient pour la première fois ce qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. Un homme sauter la vie, se faire exploser le crâne, presque en direct, par lui-même, en couleur, à la télé. Et là, évidemment, tout le monde se demande mais pourquoi il a fait ça ? Il était forcément coupable et il était rongé par la culpabilité et il s'est ôté la vie. C'est ce que tout le monde pense. Mais la vraie raison est un peu plus profonde que ça. La vraie raison, ce sont ses pensions. À l'époque, en Pennsylvanie, si tu venais à décéder dans l'exercice de tes fonctions, donc en travaillant, ta famille allait toucher des pensions de retraite et de survie. Si tu es condamné, tu les perds toutes. Mais Bud Dwyer n'était pas
condamné. Bud Dwyer avait tout calculé. S'il décédait alors qu'il était encore trésorier de l'État, comme c'était le cas, sa femme Joanne et ses enfants toucheraient 1,28 million de dollars, l'équivalent d'environ 4 millions de dollars aujourd'hui. Et on parle là de la plus énorme, la plus grosse indemnité jamais versée par l'État de Pennsylvanie, en tout cas par la caisse de retraite de l'État de Pennsylvanie. C'était énorme. Et vous l'avez vu venir, s'il attendait un jour de plus, donc son procès, et s'il était condamné, à la place des 1,28 millions de dollars que sa famille a touché, ils auraient touché 0 s'il était coupable. Sa sœur, Marie, a confirmé un peu plus tard dans un documentaire de 2010, Honest Man, qu'il avait pris sa décision avant même de connaître les implications financières. Selon elle, c'était surtout un sacrifice pour aider le système. Quoi qu'il en soit, Joanne Dwyer a bien touché l'argent. Et 5 ans plus tard, en 1993, des avocats relancent une demande de procès en révision. En 2010, un témoin clé du dossier original, William Smith, avoue qu'il avait menti. Avant de vous dire exactement c'était quoi le mensonge, rappelez-vous, tout a commencé quand il a été accusé d'avoir accepté un pot de vin de 300 000 dollars. C'est de là que tout est parti. Eh bien, ce fameux William Smith, qui a menti, c'est la personne qui a dénoncé le pot de vin de 300 000 dollars. Ce pot de vin était complètement faux. Il avait inventé ça pour échapper à des charges, il avait tout mis sur le dos de Bud et tout était absolument faux. Et suite à ça, suite à cette révélation qui est arrivée en 2010, donc bien des années plus tard, eh bien le gouverneur a dit que Bud était probablement innocent. Donc oui, tout ce qui s'est passé est probablement arrivé pour rien. Mais c'est bel et bien arrivé. Et cette révélation de William Smith est arrivée des années trop tard. Et des années plus tard, personne ne raconte que la chaîne WPVI a choisi de diffuser ce moment, alors qu'elle aurait très bien pu ne pas le faire. Et là, on peut se dire, ok, mais c'est les États-Unis, là-bas, ils filment tout, là-bas, ils diffusent tout. Chez nous, en France, on ne ferait jamais ça. Le prochain cas, le dernier cas de cette vidéo, est un cas français. On va parler de Koh-Lanta, accrochez-vous. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et likez la vidéo. Cas numéro 4. Koh-Lanta. On revient 13 ans en arrière, le 22 mars 2013. Bienvenue sur l'île de Koh Rong au Cambodge. Premier jour de tournage de la saison 16 de Koh-Lanta. La production, c'est comme à son habitude, Adventure Line Production. Et le diffuseur, évidemment TF1. Sur cette magnifique île qui ressemble à une carte postale, on y retrouve 20 candidats qui sont fraîchement débarqués. Ils viennent de France, ils ont signé des contrats, passé des examens médicaux, des entretiens psychologiques et ils sont prêts pour la toute première épreuve. Parmi eux, il y a Gérald Babin. Il a 25 ans, c'est un athlète, c'est un sportif accompli, originaire de Senonches en Eure-et-Loir. Et là, la première épreuve va débuter. C'est une épreuve de sport intense, donc Gérald Babin, qui est plutôt bien en forme, il est vraiment donné comme numéro 1 sur cette épreuve. Sauf que Gérald, il va rapidement s'effondrer. Il va avoir des crampes et il va faire un malaise. Sans qu'on ne sache trop pourquoi sur le coup. Selon la version officielle de la production, le médecin de l'émission, Thierry Costa, intervient immédiatement. Il va faire du bouche à bouche, il va faire un massage cardiaque et il va appeler rapidement un hélicoptère sanitaire. Gérald Babin va alors apparemment être décédé dans l'hélicoptère en route vers l'hôpital. L'autopsie va rapidement révéler une défaillance cardiaque sur cardiopathie dilatée. Et suite à ça, la famille de Babin va apprendre que leur fils avait une malformation cardiaque au niveau du cœur, non diagnostiquée. Rapidement, TF1 annule la saison 16, il y a un communiqué de condoléances, hommage à l'antenne en direct, et la machine médiatique se met en mode sobriété, nous sommes vraiment désolés pour vous. Sauf que, 5 jours après le drame, le site Arrêt sur Image publie un témoignage anonyme. Un membre de l'équipe du tournage. Il dit que la version officielle est pleine de conneries. Il dit qu'au moment où Gérald Babin s'est effondré, l'équipe a attendu la fin de l'épreuve avant de le secourir. Pas immédiatement, la fin de l'épreuve. Il dit qu'il s'est écoulé une dizaine de minutes entre le malaise et l'intervention médicale. Et il va rajouter autre chose, quelque chose de vraiment glaçant. Il va dire que la production, pour avoir de meilleurs plans, a fait rejouer l'entrée du médecin dans le champ des caméras. Parce que la première prise, elle était pas bonne. Le lendemain, RMC publie un deuxième témoignage anonyme. Mêmes accusations, même contradiction de la version officielle. Le 30 mars, le magazine Closer publie un troisième témoignage. Celui-là va beaucoup plus loin. Il révèle qu'une fête improvisée aurait eu lieu sur le tournage le lendemain du décès de Gérald Babin. La production, évidemment, va nier en bloc et ils vont d'ailleurs rapidement porter plainte contre leurs diffamateurs. Sauf que, à 6000 km de Paris, sur l'île de Koh Rong, il y a un homme qui n'arrive pas à dormir. Thierry Costa.
38 ans, médecin urgentiste, médecin officiel de Koh-Lanta depuis 4 saisons. Il a aidé Charles, le candidat de Koh-Lanta Malaisie l'année précédente. Et Thierry Costa est connu pour son humanité et son professionnalisme. Et en parallèle de ça, il est présenté dans toute la presse française comme négligent, comme responsable du décès, comme l'homme qui a laissé mourir Gérald Babin. Le 1er avril 2013, soit 10 jours après le décès de Gérald Babin, Thierry Costa va mettre fin à ses jours. Il va laisser une lettre manuscrite. Il demande qu'elle soit rendue publique et grâce à sa famille et la gérante de l'agence Médiamédic, Madame Plancher, ils vont transmettre la lettre intégrale sans aucune modification. Et là, c'est une vraie bombe. Je cite uniquement. Ces derniers jours, mon nom a été sali dans les médias. Des accusations et suppositions injustes ont été proférées à mon encontre. Je suis certain d'avoir traité Gérald d'une manière respectable, comme un patient et non comme un candidat. Même si je regrette cette fin malheureuse, j'ai agi conformément au serment d'Hippocrate et entouré de vrais professionnels. Et il va terminer la lettre par quelque chose que peu de gens vont oublier. Je m'endors serein ce soir, sans aucune rancœur, même contre les médias, parce que devoir reconstruire cette réputation détruite me serait insupportable. C'est donc mon seul choix possible. Et à la fin de la lettre, il précise qu'il aimerait que sa dépouille soit incinérée au Cambodge, sans repasser par la France. C'est terrible. La famille Babin porte plainte contre X pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours, en plus d'atteinte à la dignité des personnes et de travail dissimulé. Rapidement, le parquet de Créteil va ouvrir une enquête préliminaire et les enquêteurs saisissent les images filmées sur le tournage. Toutes les images. Et selon Closer, qui aura accès à des sources proches du dossier, ces images seraient accablantes pour la production. On y verrait apparemment les dernières minutes de Gérald Babin filmées de près, de très près, et ça pendant son agonie. Et évidemment, ces images n'ont jamais été rendues publiques et elles ne le seront probablement jamais. Et c'est tant mieux. Parce qu'un an après le drame, en mars 2014, la famille Babin et la production ont signé un accord financier, complètement confidentiel. Mais c'est un accord de plusieurs millions d'euros. La famille touche l'argent, l'enquête se poursuit mais ralentit. Et les images vont rester au fond d'un tiroir, verrouillées et la clé va être jetée très très loin. L'enquête va finalement être classée comme homicide involontaire en 2016, sans condamnation, et ça va en gros en rester là. La production et TF1 en retiennent malgré tout des leçons. Nouveaux protocoles médicaux, examens cardiaques systématiques et encadrement des épreuves plus puissants. Voilà les amis, c'était la surface. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, parce que je pense qu'on a déjà parlé de cas plutôt assez terribles, mais ce qui va arriver dans les vidéos suivantes, ce qui va arriver dans les couches de l'iceberg suivantes, je vous laisse imaginer, mais ça va être terrible. Parce que déjà là, on a parlé de choses qui sont pas forcément faciles à parler. La suite va être encore pire. Likez, abonnez-vous, c'était Théo. Je vous dis à la prochaine, peut-être dans mon décor normal et plus en vacances. Mais malgré tout, je peux pas m'arrêter de faire des vidéos YouTube, je kiffe trop. Donc je vous remercie d'avoir regardé, c'était Théo et je vous dis à la prochaine.